Salut la compagnie et bienvenue sur Parlons VFX. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Simon Legrand, Real-Time Supervisor à Untold Studio. Du haut de ses 17 ans d'expérience dans l'industrie, il a accepté de venir partager avec vous ce qu'il a vécu. On y parlera de grands studios tels que ILM ou Weta et certains grands films sur lesquels il a eu l'occasion de travailler tels que Avatar. Si le contenu de cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la commenter et la liker. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et ça aide la chaîne à grandir. On se retrouve le samedi 18 septembre à partir de 20h en compagnie de Super Poyo, Primer mais surtout Rigueur à Illumination MacGuff qui a accepté de venir parler de son expérience. En attendant, je vous laisse en compagnie de Simon. Enjoy! Voici Simon Legrand, Real-Time Supervisor. Et donc juste avant, vous avez vu donc, sa bande démo donc, de 2015. Je crois que j'avais que mis mon travail d'ILM.
parce que c'était à l'époque où j'essayais de changer un peu ma carrière, de passer ma carrière de FX à, à Creature FX. Donc, donc en fait, j'avais fait une bande démo avec mon travail de Creature FX d'ILM. Euh, donc, ouais, voilà, c'était une bande démo assez restreinte de mon temps à ILM en fait. Et juste aussi, avant qu'on aille trop loin, je veux m'excuser auprès de tout le monde. J'ai beaucoup de mal à parler de mon travail en français, parce que j'ai passé toute ma carrière de A à Z dans des pays anglo-saxons. Donc, la terminologie française, des fois, j'ai un peu du mal. Hein, donc, m'en veuillez pas. Cool, cool. Tu veux bien nous en parler un petit peu ou... Ouais, bien sûr. Ouais, je peux, je vais l'ouvrir vite fait, juste pour pouvoir m'en rappeler un peu, parce que 2015, c'était pas hier. Ok. Euh, mais sinon, ouais, c'était la plupart des shots, c'était des shots où j'avais fait la créature sim. ALM en général, créature sim, c'est, enfin à l'époque, ça a peut-être changé maintenant, mais à l'époque, c'était plus, ça comptait aussi tous les rigid bodies, donc toutes les sims de, euh, s'il y a un building qui explose par exemple, les briques, le sol, tous les trucs qui sont durs, ils étaient simés par le créature département. Et tout ce qui était particules et fluid sims, c'était fait par les FX département. Donc il y avait cette séparation entre les deux. Donc en général, en créature, on faisait aussi les sims de rigid bodies. Ce qui était pas mal aussi parce qu'en fait, ça nous permet d'intégrer, ça nous permettait, je sais pas encore si c'est comme ça, mais ça nous permettait d'intégrer les morceaux et la peau et les muscles et le costume des persos avec l'environnement. Donc, par exemple, il y a un shot où Hulk il se fait envoyer dans le mur et il explose un peu contre le mur. Bah, nous, on avait un peu la possibilité de simer le mur et Hulk un peu en même temps pour qu'il y ait plus de dynamique entre les deux. Alors que si on avait séparé créature et on fait passer ça à FX, bah, en fait, on aurait simulé Hulk contre un mur dur et derrière, bah, le FX, ils auraient fait exploser tout ça, mais il n'y aurait pas eu trop d'interaction entre les deux. Bon, après, c'est pas pour dire que cette interaction était toujours très très importante, mais ça nous donnait quand même cette possibilité d'intégrer les deux en même temps, quoi. Ok. Après, en général, à l'époque, on faisait aussi toutes les simulations de, de muscles. Donc, donc ça commençait au simu de muscles, après simu de ce qu'on appelle le fascia, qui est en fait la peau et le gras entre les muscles, et la simulation de peau. On faisait aussi la simu des cheveux ou de tous les poils qu'il y a, s'il y en a. Euh, et qu'est-ce qu'on faisait d'autre aussi? Bah, en gros, c'était à peu près ça. En gros, c'était à peu près ça, ouais. Et on faisait, oui, on faisait beaucoup de shot sculpt aussi nous-mêmes. Donc, il y avait un département en créature TD. On faisait une première passe de shot sculpt. Donc, si par exemple on faisait une simu de rigid bodies, par exemple sur Age of Ultron, euh, le, le truc de Avengers, je m'étais beaucoup occupé des shots de Ultron qui sont sur la bande démo. Et, et cela, par exemple, en fait, le modèle et la rig ne marchaient pas, mécaniquement parlant, ne marchaient pas à 100%. D'ailleurs, tous les robots Transformers et tout ça, en général, c'est pas la rig elle-même ne marche pas complètement. Tout- tous les trucs il y a beaucoup d'interpénétration entre les objets et tout ça parce que bah ils sont tellement compliqués et ils changent beaucoup pendant le film. Par exemple, Ultron lui-même, il a changé, je crois, 3 fois pendant le cours du film parce qu'il devient de plus en plus un peu comme Freezer dans Dragon Ball. Tu sais, il devient Ouais, il de évolue plus au en fur plus et à cool, mesure il du évolue. film.
La com la comparaison avec Dragon Ball. Dès que je peux, je mets une comparaison Dragon Ball. Donc avec l'évolution, il y avait tellement de modèles différents et tout ça, donc nous en créature, on faisait beaucoup de shot sculpt pour aider la rig à marcher un peu plus, visuellement correctement. Donc il y a beaucoup de moments où, par rapport à la caméra, Ultron, il tourne la tête, par exemple, et puis il y avait une grosse intersection entre, le câble qui est là et l'épaulette. Et l'épaulette elle-même, il y avait des intersections un peu de tous les côtés. Donc nous, on faisait la simu, rigid body d'abord et après la rig faisait d'autres trucs. Mais après, à la fin, ça marchait pas nickel, donc il fallait qu'on passe par-dessus et qu'on fasse un petit fixe shot sculpt visuel pour réparer les intersections et les trucs comme ça. D'accord. Et du coup, Et c'était vous en créature FX qui vous chargiez voilà. du shot Et sculpt. à l'époque, le département d'ILM, encore une fois, je ne sais pas si ça a changé, donc je ne peux pas dire, mais à l'époque, on faisait tous tout. Donc, on n'était pas divisé entre toi, tu es un rigueur, toi, tu vas faire de la simu, et toi, tu vas faire du shot sculpt. On nous donnait un shot et on devait faire toute la simu et les fixes et les shot sculpt pour ce shot. Et à côté de ça, quand il y avait des persos à riguer, euh, ça pouvait venir à n'importe qui. C'était si t'as pas de shot à faire et que tu es free, euh, du jour au lendemain, tu peux avoir un perso à riguer. Donc on avait vraiment besoin de connaître un peu tout ce qui se passait dans le département et comment tous les outils marchaient. Parce qu'on savait jamais vraiment, ce qu'on allait faire. On n'avait pas vraiment le et c'était bien parce qu'en fait, on comprenait un peu Un peu mieux comment tout qui est marchait. en face, enfin devant ou derrière dans la production. Voilà, voilà et puis ça nous permet de quand on riguait un perso, par exemple, bah, ça nous permet de savoir, bah, moi, je suis toujours en train de faire du shot sculpt, avec des problèmes d'intersection, par-ci par-là. Je vais essayer de faire une rig, qui me permettra de pas avoir à faire ce travail quand ce sera à moi, quand ce sera à Bibi de faire les shots. Donc heu Donc ça nous forçait un peu à essayer de penser, en avant. Hem, heu, à l'époque de Age of Ultron, c'était le début d'ILM Londres. C'était d'ailleurs, je crois, le premier gros film qu'on a fait à ILM Londres, D'accord. avec Star Wars aussi, mais sur Age of Ultron, c'est le premier qui est sorti, quoi. Donc on bossait sur Star Wars à côté, mais Age of Ultron, c'était un peu, le premier film à sortir et hem et on a appris beaucoup dessus, mais on n'avait pas besoin de riguer les persos là-dessus parce qu'ils avaient été déjà rigués à San Francisco. Donc, on a fait que la simu là-dessus. Et déjà à l'époque, à Londres, on sentait, ouais, les setups, ils sont cool, mais bon, moi j'aurais bien aimé pouvoir faire ci comme ça et ça comme ci. Donc une fois qu'on est passé à Star Wars et après à Ready Player One, on a commencé à faire nos propres rigs et bon, elle je dis pas que les rigs de San Francisco étaient pas bien, hein, loin de là. Mais c'est juste qu'on a commencé à riguer un peu en sachant qu'on avait une petite équipe qui est quand même beaucoup plus petite que l'équipe de San Francisco et on avait quand même beaucoup de shots à sortir. Donc on a commencé à essayer de travailler un peu plus, d'une façon qui nous sauvait un peu de travail, D'accord. pendant le shot production. Hem, mais ouais, tout ça, c'était un apprentissage qui valait vraiment le coup, quoi et c'est une chose que j'aime bien dire aux gens, dans l'industrie, quand ils me demandent un peu, sur mon passé, mon expérience, c'est que, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches, hem, que je n'aimais pas particulièrement faire, que je n'avais jamais rêvé de faire. À part que là, en créature, c'est un peu différent parce que j'avais toujours rêvé d'être créature TD, donc là, je m'amusais. Mais même en FX, tout ce que j'ai appris en FX, alors que je voulais vraiment pas faire d'FX, mais je me suis retrouvé à en faire à cause de Houdini. On pourra en parler, Ouais, plus tard. je. On en parlera plus tard, mais toutes les choses que j'ai appris un peu, sans vraiment le vouloir, ça m'a toujours aidé, après, plus tard, surtout, pour communiquer avec les autres départements et aussi pour, comprendre, en fait, moi-même, comment
comment la 3D marche en général, quoi. Donc, euh, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de TD en créature à ILM à l'époque qui ne venaient que d'un département rigging. Et parce qu'à Framestore, à Dineg et à MPC, rigging, c'était rigging point à la ligne. Ils ne faisaient pas de simu. Hmm. Et donc, le C'était beaucoup plus départ, fragmenté que du coup à ILM. voilà, c'était plus fragmenté. Et la simu, c'était fait par CFX département et ça avait rien à voir avec le rigging et il y avait moins de connexion entre les deux. Quand on est arrivé en créature à ILM, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais en fait presque le seul qui avait de l'expérience avec de la vraie simu, avec à faire des grosses simulations, parce que j'avais fait de la simu d'eau et d'explosion et tout ça avant. Et, et les rigueurs n'avaient pas vraiment, enfin les rigueurs qui venaient de Framestore et d'MPC et de Dineg, qui avaient commencé à ILM, ils comprenaient pas trop comment un solver ça marchait. Parce qu'il y a le IK solver. Bon, un IK solver, c'est une chose. Mais C'est quoi exactement du coup un solver pour les gens qui ne sont pas du milieu? ouais. Donc, un solver, c'est la meilleure façon de l'expliquer, c'est un petit cerveau. C'est une ligne de code, c'est des lignes de code qui sont un petit cerveau, qui ont besoin de connaître ce qui s'est passé sur la frame d'avant. Donc, en utilisant une explosion ou une simulation de cloth, de tissu, tu peux pas si tu as une simu de cloth ou d'explosion, tu peux pas prédire la dernière frame sans faire toutes les frames. Donc, tout ce qui passe par un solver, c'est quelque chose qui a besoin d'évaluer toutes les frames ou tous les time steps pour arriver au résultat. Donc en fait, c'est une Alors, sorte de sauvegarde dans une simulation. Plus t'as de solver, moins ça va être long à recalculer tout. euh, c'est c'est plus le solver lui-même peut être distribué, mais en fait, la prochaine frame ne peut pas commencer avant que la frame d'avant soit finie. Ça, c'est enfin, quand je dis frame, ça peut être un substeps aussi. Mais ça, c'est la définition d'un solver. Il faut que le code ait l'information de la frame ou du substep d'avant pour pouvoir continuer à extrapoler la frame d'après et la frame d'après et la frame d'après. Alors qu'avec un rendu, euh, la scène, elle existe. Tu n'as pas besoin de savoir ce que la frame d'avant ou la frame d'après ne fait. Tu peux juste faire un rendu de cette frame-là, ou de cette frame-là, ou de cette frame-là. Donc, ce qui veut dire que tu peux l'envoyer sur la farm avec une frame par ordi. Donc, tu peux avoir 100 ordinateurs qui font 100 frames tous en même temps. Et si ta frame, elle prend 1 heure, tes 100 frames, elles vont prendre 1 heure pour finir. Avec un solver, tu ne peux pas faire ça parce qu'il faut que la frame numéro 1 soit finie avant que la frame numéro 2 puisse être calculée. Ok, d'accord. Voilà. Donc, le problème là, c'est qu'en général, en rigging, vu que c'est fait pour les animateurs, c'est tout fait avec des outils qui sont real-time. Ils ont des trucs qui s'appellent un IK Solver, mais c'est pas vraiment pareil. C'est calculé en temps réel et ça marche pas exactement pareil. Mais par exemple, avec du cloth, c'est pour ça que de nos jours, on peut toujours pas avoir une simulation de cloth de haute qualité sur la rig des animateurs. Parce qu'en théorie, ce serait super d'avoir les animateurs, ils peuvent voir Hmm. les fringues se plier correctement, toute la simu en temps réel. Mais on ne peut pas faire ça parce qu'en fait, le cloth solver ne peut pas marcher en temps réel comme ça, parce que tu as besoin toujours d'avancer frame par frame pour savoir comment la prochaine frame va agir. Ce serait Euh, très lourd aussi si ça calculait en temps réel pendant que l'animateur rig. Pas rig, exact, anime. exact. Dans le futur, je pense que ça va venir très vite d'utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir
faire 2-3. D'ailleurs, ça existe déjà. C'est pas très utilisé, c'est pas très répandu, mais il y a déjà des trucs qui s'appellent des Deformation Learning Solvers. Et ça veut dire que en fait, tu fais plein de simus de cloth, et donc tu fais bouger ton perso un peu dans tous les sens comme ça. Et le Deformation Learning Solver, il apprend comment ça se plie. Donc il fait ah ouais, donc quand le bras il est comme ça, là il y a de la pliure là qui se crée et tout. Et tu apprends au solver comment ça bouge. Et après, une fois que cette information est dans la mémoire du, de l'intelligence artificielle, une fois que tu bouges en rigging, une fois que tu bouges le bras, les plis se créent. Hmm. C'est pas une vraie simu, mais c'est ouais, une interpolation de ce qui a été envoyé au solver avant. Euh, c'est très intéressant et c'est très puissant, mais pour l'instant, c'est pas très répandu encore, mais je pense que ça va venir. Ok. Euh, Là, pour le moment, tu nous as parlé donc de ILM, l'âge of Ultron, etc. Donc certains films sur lesquels tu as travaillé. Quel autre gros film est-ce que tu as pu faire, tu as eu l'occasion de travailler depuis le début de ta carrière? Euh, Voilà, tant que ça. je crois que la dernière fois que j'ai regardé sur IMDb, j'avais 30 films ou 32, un Waouh. truc comme ça, je me rappelle. Mais il y en a beaucoup où c'était juste, j'étais de passage, hein. J'ai fait Ah. un, deux shots et puis. Mais bon, le, le premier film vraiment sur lequel j'ai travaillé, c'était 300. Euh, mais j'ai pas eu de crédit, de on-screen credit dessus. J'ai bossé sur un shot, mais j'ai pas eu d'on-screen credit. Euh, après, c'était 28 Weeks Later. Je sais pas comment ça s'appelle en français. 28 semaines après, Oui, c'est ça. ouais. Je crois que Le c'est truc ça. avec les zombies. Oui, oui, je l'ai vu ce film en plus. J'ai bossé sur la scène où il y a l'hélicoptère Ah, ok. ils sont dans l'hélicoptère, il y a tous les zombies qui courent et qui se font découper en morceaux. Euh, et ça, c'était la première fois qu'il y avait mon nom au crédit. J'ai vu ce film tout seul au cinéma, c'était génial. Et bah, après, j'ai bossé sur The Spirit. C'était un peu style Sin City et Happy Feet 2. Et puis après, un peu le plus gros film sur lequel j'ai bossé, même jusqu'à maintenant, je dirais, c'était Avatar. Ah ouais, ah oui, du coup, de James Cameron, pas. Parce que il me semble qu'il y a plusieurs avatars qui sont sortis en même temps. Ah, ouais, ouais, pas le Last Airbender de M. Night Shyamalan. C'était comment de bosser sur Avatar? Ouais, c'était une expérience qui m'a. Je sais pas comment on dit ça en français. Humbled. euh, qui m'a Humble. rendu, qui m'a rendu, qui m'a rendu beaucoup plus humble que je n'étais avant. Euh, Juste par rapport aux gens que j'ai commencé à côtoyer en arrivant à Weta. Euh, et ça a été aussi, et même jusqu'à maintenant, même, je sais pas, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 10 ans, 11 ans. 10 ans après, c'est encore le projet le plus difficile de ma carrière. De loin, de loin, de loin, de loin. De Ah même ouais. très loin. J'ai jamais fait autant d'heures de ma vie. Euh, D'ailleurs, je suis parti de Weta pas parce que j'aimais pas travailler sur les films de Weta, parce que bon, j'étais bien. Wellington, c'est une super ville qui, que j'y serais très certainement resté. Mais c'est juste que de bosser là-bas, ça m'a complètement bouffé ma vie. Et c'était mon travail, c'était ma vie à 100%. Ouais. Euh, Combien d'heures à D'ailleurs, peu près tu faisais par semaine? j'ai commencé là-bas 8 mois avant la fin d'Avatar, ou 10 mois avant la fin d'Avatar. On a commencé direct à 70 heures par semaine. Et ça, j'ai tenu ça. Donc 70 heures par semaine, c'est raisonnable quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est raisonnable. Ici, c'est C'est di- 40. Euh,
10 heures par jour, 7 jours sur 7, quoi. Waouh. Hem et et ça, j'ai tenu ça jusqu'à, la fin enfin, les 2 derniers mois d'Avatar. Et après les 2 derniers mois d'Avatar, ça m'arrivait très souvent d'arriver à 80 heures par semaine. Et il y a 2 semaines d'affilée, vers la fin, genre les 3 dernières semaines avant la livraison d'Avatar, où j'ai réussi à faire 100 heures dans dans la semaine. Waouh. Donc j'ai fait 100 heures 2 semaines d'affilée pour, C'est pas le temps de pour une dormir? ça ça laisse 4 heures de sommeil. Donc Waouh. là-bas, c'est la ville est tellement petite, que tu es en général à 10 minutes de route de chez toi. La plupart des gens peuvent marcher pour rentrer chez eux. Ça rappelle un peu une université de vivre, là-bas parce que c'est la péninsule de Miramar, et en fait, la péninsule de Miramar, c'est le campus Weta. Heu, D'accord. il y a les buildings qui sont, un peu partout, sur cette péninsule, et il faut que j'arrête de bouger mes mains parce qu'il y a ma caméra qui essaye de suivre. Hem Et je il y a mon DOP là qui arrive pas à hem et donc en fait, heu, tu bosses dans un building, tu as les délices dans un autre, donc tu prends ta bagnole pour, si tu as besoin d'aller parler aux animateurs, bah, tu sautes dans ta voiture ou alors tu marches 10 minutes ou 20 minutes. Donc c'est vraiment, C'est immense? c'est immense parce qu'en fait, ils ont pas de très gros buildings où ils peuvent avoir tout le monde. Donc ils ont, il y en a un, par exemple, Manuka, qui maintenant est le nom de leur moteur de rendu. C'est là où ils avaient tous les lighters, et je crois que c'était une ancienne usine je vais dire des bêtises, mais c'était une ancienne usine de quelque chose. Moi, j'étais dans une grande maison, heu, qu'ils appelaient The Big House, hem et c'était là où ils avaient les FX, et The Big House, c'était une ancienne école, qui avait été, bah, transformée en studio. Mmh. Il y en avait un autre building qui s'appelait The Record Press. Alors là, par contre, c'est facile. Ça, c'était le plus gros des buildings, et c'était, une usine de records, de disques, de vinyle. De vinyle, OK. Ouais, donc ils l'appelaient The Record Press parce que c'était une record press avant. Donc ça, c'est facile de s'en rappeler. Mais bon, voilà, tous les buildings étaient ils ont pas reconstruit de building nouveau, ils ont en fait I racheté ils des ont des buildings. investi la ville. Voilà. Et donc c'était un peu parsemé partout, et ça faisait très université, plus que studio, renfermé, en fait, parce que D'accord. c'était plein de petits buildings, de tous les côtés. Enfin C'est bon, la Silicon Valley de la Nouvelle-Zélande. de Wellington, ouais, ouais, exactement, ouais. Hem, mais donc voilà, en fait, parce que c'était comme ça, en fait, on sortait jamais vraiment hem, on n'en sortait jamais parce qu'on vivait à Wellington. La plupart de nous vivaient sur la péninsule de Miramar parce que c'est plus proche du travail, donc plus facile de s'y rendre. Donc on était, on tu tu croises quelqu'un dans la rue et 90 de chances que c'est quelqu'un qui bosse à Weta, quoi. Hem, on avait attends, je te montre. Je sais pas si je l'ai là. Ah ouais, je l'ai là. Attends. On avait ces jumpers là, Avatar, Visual Effects, que je porte encore parce qu'il était cool. Mais c'était marrant parce que tout le monde à Wellington avait ce jumper. On avait l'impression que c'était devenu La mode. comme un comme un culte, tu sais? Ouais, c'est ça, on dit en français, un culte? Ouais. Un culte, Heu, hem, donc une secte, voilà, c'est ça. c'est la même chose. Ouais, heu, hem Ouais, donc c'était vraiment, c'était dur de sortir du travail, et ouais, donc 100 heures par semaine, ça, ouais, ça équivaut 4 heures de sommeil par soir, ça je le sais. Je peux te le dire, j'y suis passé. 4 heures de sommeil par soir, si tu as de la chance, Et puis tu as pas tes week-ends, tu as pas du et tout sept de 7 jours sur 7. À la fin de ces 2 semaines, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à m'exprimer parce que j'avais pas assez dormi. Donc je parlais un peu, j'étais un peu, complètement, j'avais l'impression d'avoir trop bu alors que j'avais pas bu. Je me suis rattrapé après.
En sommeil ou en boisson? Les 2 en même temps. Mais ouais, c'est un peu pour ça que je suis parti. La culture était en général, c'était des cultures c'était une culture de passionnés, donc tout le monde y mettait à 100 200 et donc les gens s'entraînaient un peu à mettre de 100. Donc on avait du mal à respirer, Ouais. à cause de ça. Après c'était super cool parce on côtoyait, bah, les gens de Weta. Hem Donc ça c'était sympa quoi. Pour moi, j'avais 26 ans à l'époque, de travailler à côté du mec qui avait modélisé, Gollum ou à côté d'un mec qui avait animé, les vélociraptors sur Jurassic Park, par exemple. Un de mes superviseurs était l'animateur qui a fait l'animation des vélociraptors sur Jurassic Park. Waouh. Donc de ce côté-là, moi je me disais: «Bon voilà, j'étais jeune». C'était pas mon premier boulot, mais bon, c'était mon premier boulot de cette taille. Et quand je voyais, ce superviseur qui restait jusqu'à 2 heures du mat aussi tous les soirs, moi ça me donnait pas une raison de rentrer chez moi non plus. Mmh. Parce que parce que si lui il bosse jusqu'à 2 heures du mat, moi à 26 ans, qu'est-ce que je vais me plaindre? Donc heu, donc voilà, c'était de ce côté-là, c'était un peu dur. Et après en fait, ils ont commencé à parler. J'ai travaillé sur Tintin et je l'ai pas fini, mais j'ai travaillé, sur Tintin jusqu'à peu près la moitié de la production et ils commençaient à parler de Hobbit qui allait, heu qui allait commencer, très bientôt. Mmh. Et en fait, u u j'ai regardé un peu en arrière sur mon expérience avec Avatar et il y a des anciens de Weta avec qui j'étais ami, qui me disaient, «Mais Avatar, c'était tranquille comparé à Lord of the Rings». C'était tranquille? Ah, ça veut dire Ouais, quoi? Que tu faisais du 100 heures sur 2 ans? ouais, je sais pas, ouais, un truc comme ça. Ah, mais enfin, il parlait de dormir sous les bureaux pendant Lord of the Rings, il dormait sous les bureaux. Ouais, C'est ça ça c'est ça m'étonne pas c'est tant que sûr. ça, Ouais, malheureusement, ouais. mais Ça, sur Avatar, j'ai pas dormi sur les bureaux. Ils nous auraient pas laissé de toute façon, mais sur Lord of the Rings, ils dormaient sous les bureaux, hein. C'était assez commun. Hem, donc heu, donc ils m'ont dit, «Ouais, bah, attends, tu pas encore bossé sur un film avec Peter Jackson, tu vas voir, tu vas voir quand ça fait mal». Et et je me suis dit, moi, perso, je vais certainement, offend, beaucoup de gens là, mais moi perso, j'ai jamais été un fan de Lord of the Rings. ah! Ouais, je suis désolé, c'est juste pas mon truc. J'ai beaucoup de respect et d'ailleurs, les Non, making of partez de pas! Moi, je suis fan! bleu, bleu. Ils peuvent te reprendre de l'argent sur Twitch, tu sais? Hem, il y a, ouais, mais bon, moi personnellement, j'avais apprécié les films bien sûr, et surtout le côté effets spéciaux, j'avais adoré ça, et j'avais regardé tous les making of, Ah ouais, ils sont mais géniaux. Moi, bon, j'ai vu plus de fois les making of que les films et je les ai pas ouais, mal vus, les films, quand même. moi moi aussi. Moi, les films, je crois que je les ai tous vus une fois et ça m'a suffi, mais les making of, je les ai regardés plein de fois parce qu'ils étaient super. Et d'ailleurs, le Cave Troll, il y a un making of, un moment où il montre, quand il y a dans le premier, où il y a le Legolas qui saute sur le Cave Troll et que le Cave Troll, il essaye de se débarrasser de Legolas et de le virer de son épaule. Mm. Ils avaient fait un breakdown de ce shot et c'est ça un peu qui m'a qui m'a donné envie de faire de la créature, FX. Parce D'accord. qu'il montrait, les muscles et tout T'as ça. t'as devancé ma Et question suivante. ouais, il y a d'autres raisons, mais c'était D'accord. un peu le moment qui m'a donné vraiment envie je me suis dit: «Je veux faire de la simu de muscles, je trouve ça trop cool». Parce qu'à l'époque, je savais même pas qu'ils mettaient des muscles en dessous de la peau. Je pensais que parce que je faisais déjà un peu de 3D tout seul quand j'étais jeune, j'ai commencé assez tôt avec un ordinateur et
et je connaissais le rigging et le skinning et tout ça, mais le fait d'avoir un muscle sous la peau pour retenir les volumes et tout ça, je ne savais pas. Et quand j'ai vu ce making of de Lord of the Rings avec le Cave Troll qui montrait les muscles, là directement ça a fait ping. J'ai fait mais c'est trop génial ça. C'est ok, c'est ce que je veux faire. Euh, ouais, voilà. Et donc Ah, ouais, ils ont on a annoncé. une question rapidement à propos des heures sup, je Ah, crois. Comment ça se fait qu'on demande autant d'heures en si peu de temps? Il faut plus d'heures qu'il était prévu à la base, ou juste que le client a des demandes très short? Dans quelle mesure on peut décaler un film parce que ça devient plus possible les heures? presque pas. Les films, ils sont très rarement décalés. Et s'ils sont décalés, c'est pas à cause des effets spéciaux en général. Heu, donc c'est pour ça que les heures montent très rapidement bon après je parle, à l'époque, hein, peut-être que les choses changent un peu plus maintenant. Hem, c'est pas dit parce que bon, encore une fois, Hollywood, c'est Hollywood, Ils ont leur deadline à eux et ils ont pas conscience du travail que ça prend en fait, de faire un film. exactement. Bah, par exemple, un bon exemple, c'est quand je travaillais sur, Jupiter Ascending, à Dineg, on était au taquet, à fond, genre, j'ai fait des heures sup de fou sur ce film-là et ils nous ont demandé de finir, on a livré tout ça, c'était prêt et le film a été décalé d'1 an. Donc il est pas sorti 1 an après qu'on ait fini. Mais par contre, Comment on en a c'est fait quand même. possible? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un autre film, je me rappelle plus lequel, mais un autre film qui allait complètement leur casser la baraque. Donc ils ont fait: «OK, si on sort ça maintenant, personne va aller le voir». Mmh. Donc ils l'ont sorti 1 an d'après et personne n'allait le voir. Je l'ai bien aimé ce film moi, mais oui, Ah je ouais? vois, ouais. OK. Il a pas eu énormément de Non, il a succès. pas eu de Mais succès parce qu'en plus il est sorti à une période où on avait un peu marre de voir ce genre de film. ouais, je pense, ouais. Donc voilà, oui, la réponse c'est, on fait des heures sup de fou. Jusqu'à maintenant, on a fait des heures sup de fou, parce que les studios, pas les studios VFX, mais les studios, à LA, genre Warner Il donne Brothers l'argent. et Disney, eux, ils ont leur deadline et on peut pas les changer. Ils vont pas juste, retarder la sortie d'un film parce qu'on a besoin de prendre notre temps pour finir. Ça, c'est une des choses, par exemple, qui est complètement différente en jeu vidéo, heu, où, le studio lui-même a un peu, le choix de sortir le jeu quand ils veulent. Bon, après, il y a les éditeurs, enfin les labels genre Sony et les compagnies un peu plus hautes qui commencent à les forcer à sortir trop tôt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent un peu cassés. Mmh. En On en connaît film, un, de l'année dernière par exemple. celui-là, «Wake up samurai, we have a city to burn». Hem, ouais, et bah, c'est un très bon exemple celui-là. Hem, l'avantage en film, c'est qu'une fois que le film est sorti, même s'il est cassé et qu'il fait rien, on recommence pas à travailler dessus. Mmh. À part Cats, apparemment. 4, ils l'ont recommencé? Genre, Bah, Cats, tu sais le film, ah oui, Cats? c'était Ouais, une daube dès la conception, dans la tête. ouais. Bah, il est sorti au cinéma avec des shots qui étaient complètement pas finis. Genre, limite prévise. Le rendu n'était pas fini, vraiment, genre C'est légal? mode bande démo. Ils l'ont sorti avec des shots qui étaient pas du tout finis et après ils ont continué à finir les shots et après ils l'ont ressorti avec les shots «finis» Et entre les gens guillemets. sont retournés le voir? Bah, je suis pas si ils sont retournés le voir, mais je sais qu'il est sorti pendant un moment avec des shots pas finis dedans, quoi. Ouais. Mais bon, ça c'est une exception. Oui, c'est Heu, bah, il mais y a quand voilà même donc des films comme, si je me souviens bien, comment il s'appelle lui déjà? L'hérisson bleu, qui parce qu'ils ont ah envoyé la bande annonce et que tout le monde a dit: «Mais c'est quoi cette merde?» Ils ont quand même renvoyé, je ne sais plus combien d'artistes, pendant 1 an je crois, ils ont dû tout refaire le film en fait. ouais, ouais. C'est la même compagnie d'ailleurs. Oui, oui, ça m'étonne pas, hein.
Je On mentionnerai pas citera pas laquelle, la... mais Ah, moi, je sais laquelle, mais je citerai pas le nom de la on compagnie. citera pas la compagnie, mais c'est la même. Ouais, exactement. Bah, je crois que c'est, mais ça, c'est parce qu'il y a Ah oui, c'était le Sonic, j'avais oublié le nom. non, ah non, je parlais de la compagnie de Ah oui, non, VFX, non, non, mais non, je parlais, moi, du film, je me rappelais plus du nom du film. mmh, Sonic, ouais. J'aurais préféré qu'ils le sortent avec le Sonic tout bizarre avec les dents, Ah non, il était immonde. mais justement, de toute façon, c'était un film Ah oui, non, je suis nul, même pas allée le voir, le film, donc mais donc tant qu'à faire qu'il soit vraiment, un film culte, ouais. c'est de toute façon à la fin, ouais. Bon, on va pas passer notre temps à se foutre de la gueule de Sonic. Ou de Cats. De Cats. Pourtant c'est facile, hein. Mais du coup, je vais passer à une autre question. En fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu as découvert du coup les VFX et ouais, quelles études et autres as-tu fait pour en arriver là? OK, bah, j'ai pour rembobiner un peu, et pour encadrer un peu tout ça, j'ai, j'ai 38 ans, donc j'ai commencé en 3D, en tant qu'amateur, en 98-99, 2000, hem et à cette époque-là, hem, en j'avais bidouillé avec des ordinateurs étant gamin à 11-12 ans aussi, mais j'ai commencé un peu plus sérieusement en 98-99, 2000, parce qu'un de mes amis m'a dit que parce que je lui parlais tout le temps de Jurassic Park et bon, à l'époque, j'avais pas vraiment envie de faire ça, comme un travail. En fait, je savais même pas que ça existait et que c'était un travail, Comme beaucoup, même heu, encore maintenant, malheureusement. mmh, donc j'avais une passion pour ça, mais je m'étais pas rendu compte que c'était une industrie, en fait. Et en fait, dans ma tête, je me disais: «Bah, si je veux faire mes films, enfin, si je veux faire des films, je suis obligé de faire mes films». Parce que je me voyais pas aller à Hollywood, bosser pour une compagnie, j'ai grandi sur la Gold Coast en Australie, en Queensland et là-bas, je parle français parce que je suis né de parents français, en fait, et j'ai passé, le début de ma scolarité jusqu'à à peu près 14 ans en France, mais après j'ai fini ma scolarité en Australie et j'avais plus du tout vraiment de contact avec la France, j'étais j'étais un peu coincé en Australie à ce moment-là et il y avait rien à ce niveau-là, au niveau, 3D, animation sur la Gold Coast en Australie, il y avait rien du tout. Donc j'étais pas du tout dans un bain, qui m'aidait à cultiver ça et moi, dans ma tête, je voulais être pilote, en fait et Genre pilote de ligne? pilote de chasse. Ah. Mais très rapidement, à 18 ans, enfin à 10 non 17 ans, quand je suis allé faire les premiers tests pour aller, à l'ADFA, Australian Defence Force Academy, et ils ont directement détecté que j'étais, daltonien, heu, comme beaucoup de gens d'ailleurs, red green, rouge vert, daltonien et donc c'était un non direct. C'était genre il y a aucune chance. Donc je suis rentré chez moi et là et c'était à une époque où je devais prendre une décision pour aller à l'université et choisir un cours et mon école m'avait donné un bouquin avec, tous les degrés, enfin tous les degrés qu'on pouvait prendre à l'université faire à l'université australienne et j'ai cherché en ordre alphabétique, j'ai cherché aviation et j'ai regardé aviation, c'était en bas à droite de la page et en haut à gauche, il y avait animation. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Attends, on peut faire de l'animation à l'université?» Alors là, là, je me suis dit: «OK, ça, ouais, je le sens bien». Parce qu'en fait, le côté pilote de chasse, c'était un peu un rêve de gamin. Bon, l'avantage, c'est que ça m'a forcé un peu à travailler dur à l'école, parce qu'on nous disait tout le temps: «Si tu veux être pilote de chasse, faut bosser dur». Donc j'ai bossé dur, donc ça m'a permis au moins de bosser en maths, en physique, et de
de me concentrer au lieu de me dire de toute façon je serai animateur. Et donc je regrette pas, mais je le sentais un peu, que c'était un peu un rêve de gamin et c'était pas donné à tout le monde. Et quand ils m'ont dit non, bah je me suis dit, et quand j'ai vu animation, je me suis dit «Mais pourquoi j'y ai pas pensé? De toute façon, je suis né pour ça, je crois. Enfin, je le sentais, ça faisait tellement longtemps que je faisais mes propres animations en 3D chez moi, juste pour m'amuser. Je jouais pas aux jeux vidéo quand j'étais gamin, j'arrivais pas à parce que le moment où j'ai découvert la 3D, c'est un pote qui m'a dit, «Si tu vas, si tu vas acheter les magazines 3D World avec les CD», il m'a dit: «Sur les CD, il y a des programmes 3D que tu peux utiliser». Et donc en fait, j'ai commencé à utiliser tous les programmes 3D, qui étaient sur les CD, 3D World, mais vu qu'ils duraient 30 jours, bah, j'ai testé beaucoup de programmes. Donc c'était, True Space, 30 jours après, c'était 3D Max, 30 jours après, c'était Lightwave, 30 jours après, c'était, machin truc et j'ai utilisé Houdini aussi comme ça, juste parce que c'était, voilà, à l'époque, c'était la démo 30 jours et donc je l'installais, je faisais ça jusqu'au moment où j'ai découvert comment, passer les 30 jours, mais jusqu'à Oh! mais On peut passer les 30 jours? oui, en achetant une licence. Ouais, voilà. J'ai économisé et j'ai dépensé 10 000 balles. Heu, hem, mais ouais, à l'époque, en fait, j'ai appris plein de différents, programmes et déjà à l'époque, j'avais une opinion sur, quel programme était meilleur pour une chose ou l'autre parce que j'avais utilisé enfin, j'avais testé, tous les programmes majeurs, à travers ces CD sur 3D World. Et donc ouais, j'étais vraiment à fond dedans et je jouais pas aux jeux vidéo parce qu'à chaque fois que je commençais à jouer à un jeu vidéo, je me disais: «Mais j'ai des programmes 3D, je pourrais être en train de faire mon propre jeu vidéo. Pourquoi je suis pas en train de faire mon propre jeu vidéo?» Je connais ça. Et je suis en train de gaspiller mon temps à y jouer. Donc en fait, il y a un moment où j'ai complètement arrêté, de jouer aux jeux vidéo, mais pendant très longtemps parce qu'en fait, mes jeux, c'était la 3D. Hem et quand et j'avais 15 16 ans à l'époque et quand j'ai eu 17 18 ans et qu'il fallait que je fasse mon choix pour aller à l'université et que j'ai vu animation, bah, il y a pas eu trop de je me suis dit: «OK, ouais, c'est ça, il faut que je fasse ça». Du coup, tu as fait une université non spécialisée, mais en fait, parce que tu avais juste l'animation et du coup, ça t'a ouvert des portes, quoi. En fait, je suis allé dans une université parce que dans mon coin, à Brisbane, Gold Coast, il y avait une université qui faisait de l'animation 2D, qui s'appelait le Queensland College of Arts. Et sinon, il y avait aucun cours de 3D sérieuse, de 3D sérieux, nulle part. Ça existait pas. C'était pas, à l'époque, ça n'existait juste pas du tout, quoi. Mmh. Donc, je suis rentré dans un cours qui était un cours qu'ils appelaient Multimedia Design et c'était un des cours qui ressemblait le plus à la 3D, en regardant un peu ce qu'ils appellent le syllabus, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le la liste de cours, Mmh. pour le degré. Je me suis dit: Ça ressemble plus à un truc qui me permettra d'apprendre de la 3D». Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Le degré, il durait 3 ans, mais je l'ai fait pendant 1 an et après la première année, je me suis dit: «OK, c'est pas du tout, du tout, ce qu'il me faut». On apprenait Flash, Macromedia, Director, du JavaScript, mais pour faire des sites. Mmh. Hem, il y avait un tout petit peu de 3D, mais c'était du CAD. C'était, genre architecture, AutoCAD et des trucs comme ça et hem et c'était pas il je 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 devenais dingue, quoi, parce que j'avais envie d'apprendre Maya, j'avais envie enfin, surtout Maya, parce que Maya n'était pas accessible du tout à l'époque et je savais que tous les gros studios utilisaient Maya. Donc je voulais que mon université m'apprenne Maya, mais il y avait rien, quoi. Donc après, 6 mois, heu, de de m'énerver et de parler aux lecturers et tout ça. Les lecturers, c'est les profs, les Ouais. professeurs, et de leur dire: «Mais votre cours 3D, c'est de la merde, c'est du AutoCAD, c'est pas de la 3D ça. Mais si vous voulez dire, vous faites un cours de design ou de CAD,
vous faites un cours de CAD et vous écrivez cours de CAD dessus. Si vous dites un cours de 3D animation, vous m'apprenez pas AutoCAD parce que ça s'utilise pas en 3D. Je m'étais vraiment énervé. Et le cours, c'était en fait le degré, c'était la première année que le degré existait. Donc c'était tout nouveau. Donc les profs, les profs eux-mêmes, ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Et en fait, ils avaient pas calculé que bah, la 3D, ça avait avancé un peu plus loin qu'AutoCAD, quoi, maintenant. Et donc, je leur ai dit, si vous voulez faire un cours de 3D, vous apprenez Maya ou minimum 3D Max. Et ils ont regardé les prix des licences, c'était là, mais non, mais on peut pas, on peut pas faire ça. Parce que AutoCAD, à l'époque, ils donnaient des licences gratos aux Ouais. universités parce que vas-y, apprends, apprends, apprends. Maya, il le faisait pas ça au début? Ah non, bah Ok. non, maintenant, Maya à l'époque, c'était assez récent que Maya soit sur Windows déjà. Mm. Euh, et ouais, Maya, c'était super dur à récupérer Maya. Ils faisaient des deals avec certaines universités. Donc, par exemple, il y avait une université, je ne sais pas si c'était Maya, mais il y avait une université à Adélaïde qui avait un deal avec Silicon Graphics, qui est la compagnie qui faisait les ordinateurs qui faisaient de la 3D avant que Windows et les PC puissent faire de la 3D. Il avait un deal avec Silicon Graphics pour pouvoir donner des cours de soft image. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, une workstation Silicon Graphics avec Softimage et avec RenderMan, ce qui était en fait ce qu'ils ont utilisé pour faire Jurassic Park et ce qu'ils ont utilisé pour faire Toy Story et tous les gros trucs 3D de l'époque, en tout, ça te coûtait 50 000 pounds, quoi, ou 50 000 euros pour le paquet complet. Donc, les universités, ils faisaient des deals et il n'y avait qu'une université par pays qui avait ce deal avec Silicon Graphics ou quoi que ce soit. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette université, je ne savais pas où elle était, comment la trouver. Elle était bien Euh, cachée. Bah, le truc, c'est que Google, c'était pas ce que c'était maintenant non plus. Oui. Donc, pour faire des recherches, c'était pas, il n'y avait pas de YouTube, hein, il y avait rien. Donc voilà, ouais, donc mon université, c'était là, non, on peut pas prendre Mayan. Donc je me suis dit, ok, je me casse. Et j'ai demandé j'avais un pote qui travaillait là-bas en tant que tuteur, on dit ça en français? Euh, Genre aide de prof, aide je de, pense... Non, pas tuteur, c'est assistant, je pense. ouais, assistant, ouais, ouais. Donc lui, il avait une compagnie d'architecture et il m'a dit, bon, bah, je sais que t'aimes pas trop l'architecture, apparemment, vu que j'avais gueulé sur AutoCAD, mais il a fait, moi, je cherche quelqu'un qui sait utiliser Maya pour faire des rendus 3D de mes designs. Euh, et donc, je lui ai dit, ok, bah ouais, ça roule. Et donc, j'ai commencé à bosser avec lui pendant un petit moment, le temps de me faire un peu un portfolio juste de rendu On bossait sur Westfield. Tu sais, le shopping center Westfield, Ouais, ouais. Je crois c'est qu'on a ça australien. aussi à Londres aussi. Ouais, c'est venu à Londres après, mais au départ, c'est une compagnie australienne. Et, euh, et donc, je me suis fait deux, trois petits rendus par-ci, par-là. Je pouvais dire que j'ai travaillé sur quelque chose. Et j'ai commencé à envoyer ça un peu partout en espérant Que des qu'une studios petite boîte, te recrutent. voilà, une petite boîte me recrute. J'ai eu aucune réponse parce que voilà, si tu envoies un démo reel d'architecture et que tu espères avoir un truc d'animation perso, bon, ça n'a pas trop marché. Donc l'année d'après, j'avais vraiment pas envie de retourner dans ce degré, dans cette même université. Donc j'ai fait une application dans l'université qui faisait de l'animation 2D et le Queensland College of Arts. Et j'ai commencé là-bas et j'ai fait 6 mois là-bas. Et, et après 6 mois, ils m'ont trop énervé parce que c'est une longue histoire, mais bon. Le truc, c'est qu'ils étaient complètement. Ils y connaissaient rien en ordinateur, en 3D, quoi que ce soit. Et ils n'avaient même pas envie de faire l'effort. Euh, Moi, de mon côté, j'étais prêt à carrément donner les cours de 3D, quoi, parce que bon, après, je devais avoir 19 ans. Ça faisait 4-5 ans que je faisais de la 3D tout seul à la maison. Donc, je commençais à connaître assez pour donner des cours pour les débutants, quoi. Ah, du coup, t'as Et surtout appris la 3D en autodidacte, en fait. complètement, complètement. J'ai jamais appris à l'université ou en cours ou quoi que ce soit, jamais, jamais, jamais.
Ils m'ont jamais rien appris. J'ai fait que perdre mon temps dans ces écoles parce que c'était pas des écoles spécialisées qui pouvaient m'apprendre quelque chose. Mm. Et à chaque fois, je m'y attendais. Je m'attendais à ce que j'apprenne. Finalement, je vais trouver quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose. Mais sur la Gold Coast, perdue en Australie en 2003, il y avait pas grand monde. Et du coup, comment est-ce que tu Euh, as fait pour enfin réussir à rentrer dans les industries de maintenant? Bah, en fait, pendant en faisant ce degré-là d'animation 2D, je me suis dit: «Je vais pas pouvoir faire un deuxième semestre là, je vais péter un câble». J'ai commencé à envoyer, et j'ai rien contre la 2D, hein. J'ai toujours été passionné de 2D et jusqu'à maintenant, j'ai un respect énorme pour la 2D. C'est juste qu'à l'époque, c'est pas ce que je voulais faire Ouais. et j'avais vraiment pas envie de passer 3 ans à apprendre ça. Hem, C'était pas mon truc. Donc j'ai commencé à envoyer des CV, et appeler toutes les boîtes, sur la Gold Coast. Il y avait Cutting Edge, Liquid Animation, Photon, tout ça, c'était des petites boîtes qui faisaient de temps en temps des effets spéciaux pour des gros films, ou des animations, pour des groupes de musique, qui étaient, pas mal. Et donc je leur ai envoyé des CV et je leur ai dit: «Mais je viens et je travaille gratos, gratos. Quand vous voulez, vous m'appelez, je viens». J'ai rien d'autre à faire. Je suis à l'université, je me fais chier et franchement, allez hop, vous avez besoin de quelqu'un qui aide, vous voulez quelqu'un qui serve les cafés, je sers les cafés, je m'en fous. Juste, je veux être dans le studio, je veux venir vous voir, je veux travailler avec vous. Ils m'ont tous répondu: «Non, ça marche pas comme ça». De toute façon, Ah, c'est même même bah, gratuitement. ils m'ont tous répondu: «On sait même pas si c'est légal», hein. Donc et c'est vrai qu'en même temps, c'était peut-être pas légal pour eux de faire travailler quelqu'un gratuit. Donc à part une compagnie qui m'a dit: «Bah, écoute, si tu veux venir dans le studio pour voir un peu ce qu'on fait et comment ça se passe, Genre en mode heu, stage. en mode stage, voilà, tu viens, on te trouvera un ordinateur, tu peux te poser, tu fais ce que tu veux à partir de là, tu fais ce que tu veux». Eux, de leur côté, ils se disaient: «Bon, bah, si le mec, on voit qu'il assure, on lui offre un taf et s'il fait rien de la journée, ben, voilà, de toute façon, ils ont rien perdu». Hmm. Et donc je me suis assis et directement la première journée que je suis arrivé là-bas, je disais à tout le monde: «Tu besoin d'aide? Il y a un truc, je peux faire ci, et ça là, si tu veux, je modélise ce côté-là, toi tu modélises celui-là». Je faisais chier je faisais chier tout le monde. Le petit jeune qui sortait de nulle part et qui était là: «Tu me donnes un truc à faire? Il faut que je fasse un truc». Et finalement, il y en a un qui m'a dit: «Bah, écoute, si tu veux, j'ai un petit chien à modéliser, tu peux essayer de le faire. Si tu y arrives, tu y arrives. Si tu y arrives pas, tu y arrives pas». Et je l'ai modélisé, bah, super rapidement. D'ailleurs, le gars après, il a fait: «Attends, juste garde-le au chaud pendant un moment parce que si tu dis que tu l'as modélisé aussi rapidement, faudra que je fasse la même chose». Donc j'ai fait semblant de travailler sur le chien pendant 2 jours encore. Après, on l'a montré. Et puis direct, ils m'ont offert un taf parce qu'ils ont fait: «Bon, bah, déjà je m'entendais bien avec l'équipe et ça marchait bien». Et donc ils m'ont dit: «Bah, écoute, reste travailler ici». Ils m'ont dit: «Tu sûr que tu veux pas retourner à l'université?» J'étais là: «Non, non, je veux pas y retourner, je reste là». Donc ils ont fait: «Bon, OK». Ils me payaient mais rien du tout à l'époque, je sais même pas s'ils me payaient le SMIC, mais moi je m'en foutais, tant que je pouvais payer mon loyer et manger, j'étais content. Et surtout, j'étais dans un studio d'animation et c'est marrant parce qu'à l'époque, ce studio, il me paraissait mais juste tellement incroyable. J'étais là: J'y suis arrivé, j'ai gagné, ouais! Je fais de l'animation 3D, je suis trop fort». C'était un petit studio et si je te montrais je le montrerai pas là sur la chaîne, mais c'est parce que je veux pas dire du mal d'eux, mais je te montrerai un jour. C'était vraiment de l'animation, bas de gamme. Mais bon, ça m'a Ça t'a ouvert ça des portes m'a déjà. Ça m'a ouvert la porte, ouais, ça m'a ouvert la porte. Après, je suis passé à un autre studio qui faisait des trucs un petit peu moins nuls. Et puis petit à petit, bah, je suis arrivé à Animal Logic. Et à partir d'Animal Logic, en fait, ma carrière s'est complètement formée parce que vu que c'était un studio qui était respecté mondialement, Hmm. ça Encore m'a maintenant. permis de... Et encore maintenant, oui. Ça m'a permis de, ça m'a permis de commencer ma carrière internationale. Parce que avant ça, j'étais un peu coincé
à ma localité Australienne. ouais, australienne, queenslandaise. Ouais, Ah. ouais. Et du coup, comment est-ce que tu as eu la chance de pouvoir aller travailler à Weta après tout ça? Après Animal Logic, je suis passé à je suis parti parce que je faisais trop de pubs et j'en avais marre et hem et et je voulais bosser sur du film, donc j'ai quitté Animal Logic. Eux, ils faisaient des films, mais ils voulaient pas me faire passer dans la section film pour une raison ou une autre, j'arrivais pas à décoller. Mmh. Donc j'ai quitté et puis je suis allé à Fuel où j'ai bossé sur The Spirit et après je suis allé à Dr. D où j'ai commencé à bosser sur Happy Feet 2 et sur la prévise de Mad Max Fury Road. Oh! Et bah ouais, c'était le studio de George Miller. C'était son petit domaine, son petit studio de 3D. Donc c'était pas mal. C'est un peu bizarre de bosser sur Happy Feet 2 d'un côté et Fury Road de l'autre. Ah oui, effectivement, ça ne Mais re bon, se ressemble pas vraiment. ouais, ça a gardé les journées fun. Euh, et, et bossant là-bas, je me suis dit, il faut que je décolle d'Australie parce que en fait, Animal Logic, ça m'avait pas plu. Surtout, il m'avait énervé en me forçant à rester sur les pubs alors que je leur demandais de bosser sur les films. Et parce ils auraient pu juste me donner une chance, tu vois, juste ok, va essayer sur les films, on verra si tu reviens ou pas, quoi. Je demandais pas énormément. Euh, et, et après Fuel, Dr. D, je sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose de mou dans l'industrie australienne qui avançait pas. Et il n'y avait pas assez de grosses boîtes qui se battaient entre elles. Il n'y avait pas assez de dynamique. Maintenant, ils se sont bien rattrapés, là. Il y a quand même des sacrées boîtes en Australie qui sont venues Ouais, s'implanter. maintenant, maintenant j'imagine que c'est assez différent tout ça. Mais à l'époque, c'était encore c'était très Animal Logic ou rien, quoi. Bien qu'il y avait D'ailleurs, on Doctor. pose la question dans le chat, tu conseillerais l'Australie pour travailler? Euh, je conseillerais l'Australie. Oui, je conseillerais l'Australie pour un changement de rythme de vie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai qu'il fait beau, il y a la plage. Ça, Les coups de c'est. soleil. Il nous manque pas dans les brochures. Il n'y a aucun doute qu'à ce niveau-là, la qualité de vie est quand même agréable. Euh, les studios eux-mêmes sont maintenant assez bien casés et ils ont à Animal Logic par exemple, ils ont vraiment euh, ils font les films Lego et tout ça et ça ils sortent du film et ça paye bien, ils sont stables. Mm. Pas comme à l'époque. Et il y a ILM maintenant qui a ouvert là-bas, juste à côté d'ailleurs, ils Ouais, sont voisins. j'ai vu. Euh, ce qui est intéressant. Donc, oui, je dirais si vous avez la possibilité d'aller en Australie pour bosser, euh, je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Il y a des boîtes qui ont le même niveau mondialement que ce qu'il y a à Londres. Et en même temps, il y a la plage à côté. Donc, ouais, je dirais rien contre vivre à Sydney. Sydney ou Melbourne ou Brisbane. Ouais. Près des plages. De toute façon, en Australie, tu peux pas vivre loin des plages. Ah Ça, bon? ça devient très chaud très vite. Ah Et ouais, tous après c'est les désertique. milieux d'Australie, on peut pas survivre. Il y a pas d'humain. Ah ok. Euh, Ah, je savais pas. ouais, c'est comme Mars. Il y a des endroits en Australie qui n'ont jamais été visités par l'homme. Waouh, ça me paraissait pas si grand. Ah, c'est très grand. L'Australie, au niveau taille, c'est pas loin de la taille de l'Afrique. Hein. Ah ouais, waouh. Ils nous mentent sur les cartes. Ouais, parce que ça compresse. Ça, si tu es à l'équateur, les cartes, elles compressent Ah le oui. milieu et elles expandent ce qui est en bas. Hmm. C'est pas la taille de l'Afrique, mais je dirais que c'est la moitié de la taille de l'Afrique facile. C'est Ok. la taille de l'Europe sans problème. Euh, mais bon, voilà, donc ouais, c'est un grand pays. Mais il y a de la civilisation que sur les bords. Au milieu, il n'y a rien. Ok. Mm. Mais ouais, c'est très sympa, c'est très sympa. Ouais, Brisbane, il n'y a pas grand-chose au niveau studio, mais Sydney, Melbourne, il y a de quoi faire. Et Adélaïde, bien sûr, il y a Rising Sun.
Et Rising Sun, c'est une très bonne boîte. D'ailleurs, j'ai un très bon ami qui est VFX Sup là-bas. Ils sont toujours en train de chercher du monde. Donc, si vous voulez aller en Australie, testez Rising Sun. Euh, Ok. parce que, ouais, Et voilà, du voilà. coup, c'est grâce à Animal Logic et ensuite à Furiro des compagnies en fait que tu as pu accéder à la Nouvelle-Zélande etc. Voilà, ouais, après avoir bossé Animalogic et Dr. D pendant un moment, de toute façon, j'ai envoyé des applications et des bandes démos à Weta depuis 2004. Donc, C'est depuis que bien, il faut j'ai... pas abandonner. Ah ouais, non, non, mais tous les ans, je faisais une update et j'envoyais ma démo. Euh, à l'époque, c'était en DVD. euh, Ah ouais, et... vous envoyez genre en lettres avec un Ah DVD ouais, dedans? paquet DVD avec une avec une business card, là, une carte de visite dedans Waouh. et nom, L'invention des prénom mails, sur c'est la impressionnant couverture. quand même. Ah ouais. Bah ouais, il y avait pas YouTube et de regarder des vidéos sur internet à l'époque, c'était 240p, hein. Ouais. Euh, c'était je me rappelais regarder du breakdancing sur styledeouf.com et c'était c'était pixelisé, hein. Ils faisaient cette taille-là les petites vidéos de breakdance. Euh, donc ouais, c'était en DVD ou en bêta, les bêta tapes. Donc si tu avais accès à une machine qui pouvait enregistrer les trucs sur bêta, tu C'est faisais quoi encore les ça, trucs sur bêta? les Betamax. C'est un type de vidéo un peu comme la VHS, Ah ok, d'accord. mais c'est la VHS qui a perdu la course. Donc la VHS est devenue vachement, a eu beaucoup de succès, est devenu le format que tout le monde a utilisé. Betamax était de plus haute qualité, mais ils ont perdu la course pour je sais pas quelle raison. Peut-être le prix. Ouais, peut-être qu'il y avait du porno sur VHS, donc ça gagne toujours la course quand il y a, quand il y a c'est vrai en plus, Mm. historiquement parlant. Et du coup, à force Euh, de tes attaques en DVD, ils ont dit, allez, on va le prendre. Non, non, je pense que ça a rien à voir avec ça parce que les compagnies, elles oublient vite, hein. Tu peux envoyer une bande démo tous les jours. Euh, de toute façon, la personne en recruiting qui va recevoir ta bande démo, elle va pas se rappeler que tu l'as envoyée l'année dernière. En plus, ils s'en foutent parce Mm. qu'ils veulent recruter quand ils ont besoin de monde. Donc, si ton CV marche, que ta bande démo est au niveau et qu'ils ont besoin de toi, bah, tu vas recevoir un coup de fil. Euh, si tu as 10 applications qui ont été refusées avant, ça va rien changer. Ça va même peut-être aider parce que ça montre que tu es passionné. Mm. Euh, donc, bah, j'ai continué à envoyer une bande démo par jour. J'ai fait pareil avec Animal Logic. Par jour. Une bande démo par an, pardon. J'ai fait pareil avec Animal Logic. Je leur ai envoyé une bande démo par an depuis 2004. Et puis en 2006, ils m'ont appelé. Puis j'ai continué ça avec Weta jusqu'à ce que bah, ils me rappellent. Et puis ils m'ont rappelé je crois que c'était en 2009. Et donc 6, ça fait 3 bandes démo que je leur ai envoyées. Oh non, 2004. Ouais, j'aurais dû leur envoyer 5 bandes démo. Et les premières bandes démo, elles étaient nulles, hein, donc, et ouais, dès qu'ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, parce que moi j'appliquais en modeling, parce qu'à l'époque je faisais beaucoup de modeling, bien que j'étais quand même un généraliste, je me retrouvais très souvent à faire du modeling. Donc, bah, je me suis dit, vu que j'ai beaucoup de modeling sur ma bande démo, je vais appliquer en modeling. Le problème, c'est qu'à Weta, en modeling, il y a du beau monde. Donc, je faisais des applications contre le top row de ZBrush Central, tu vois. Mm. Et je me rendais pas compte qu'en fait, j'avais aucune chance parce que je modélisais correctement, mais j'étais loin d'être 5 étoiles sur ZBrush Central. Euh, donc, ils m'ont rappelé, mais ils m'ont fait peut-être pas en modeling, mais par contre en layout, si ça te dit. Et moi, je dis là, bah ouais, layout, c'est quoi? Ils m'ont fait, bah tu sais, c'est quand tu places tous les trucs avant que le lighting soit fait, tu rassembles et tu fais du scene build. Je fais, ok, ça roule. Bah, je bosse à Weta. Ils nous ont fait, oui, tu bosseras à Weta. Ok, ça roule. Donc voilà, directement, j'ai fait, ok, ça roule, je suis parti. Et j'ai fait 6 mois en layout sur Avatar jusqu'au moment où
le département des fixes, ils m'ont remarqué parce que je commençais à avoir des connaissances Houdini, à force d'avoir travaillé à Dr. qui avait beaucoup de connaissances Houdini à Dr. parce qu'ils avaient toute leur pipeline sous Houdini. Moi, j'ai commencé à bidouiller avec Houdini chez moi et j'ai organisé un cours d'apprentissage Houdini pour les gens qui étaient intéressés à Weta. Et il ne faut pas oublier qu'encore une fois, en 2009, à Weta, il n'y avait pas de Houdini du tout. C'était Maya et un gros paquet de custom software qui était utilisé internement, mais qui n'existait pas ailleurs. Mm. Et Houdini, ils avaient 2 licences d'Houdini, je crois, qui n'étaient jamais utilisées. Mais par contre, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'apprendre Houdini. Donc j'ai envoyé un email à Weta dans les 3 premiers mois où j'étais là-bas. J'avais senti qu'il y avait un peu cette envie d'apprendre Houdini. Et j'ai envoyé un email en disant bah, il y a qui serait intéressé pour faire un cours de 2 jours, un week-end entier de cours intenses Houdini. Et j'ai reçu 80 réponses, je crois. Parce Donc en qu'à plus l'époque, d'être autodidacte, t'étais prof pour les autres. bah, moi-même, j'étais pas très calé Houdini, mais par contre, j'avais un ami de Dr. D qui était très, très, très calé Houdini. Et donc, bah, je l'ai appelé et je lui ai dit, bah, ça te dirait de faire un petit voyage à Wellington, de rencontrer tout le département FX de Weta, de leur donner un cours de Houdini et de te faire payer en même temps? On Il dit m'a pas pas dit non à non. ce genre de choses. Il a pas dit non. Donc, bah, il est venu, on a organisé un truc super avec l'université de Wellington qui nous a donné tout un espace ordinateur qu'on a pu utiliser pour ça. J'ai appelé Side Effects et ils nous ont donné des licences gratuites pour tous les ordinateurs. Et on a eu 40 personnes qui sont venues, enfin 80 personnes, 40 personnes qui sont venues sur 2 jours. Et ouais, donc il y avait beaucoup de monde. Et parce qu'il y avait 1000 personnes à Weta à l'époque. Donc c'était quand même, il y avait du monde. Donc il y a presque 10% de Weta qui ont dit oui. Et je m'étais pas rendu compte, mais parce que j'étais nouveau et que je connaissais personne. Mais il y avait tout le département des fixes qui sont venus et les superviseurs et tout ça. Et donc très rapidement après, il y a le département FX qui ont demandé à mon département layout si je voulais moi aller en FX. Et mon superviseur il est venu me voir et il a fait j'aimerais bien que tu répondes non, mais bon, faut que je te pose la question quand même. Tu veux aller dans le département FX? J'ai fait oui. Mais je leur ai dit, mais après je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que bon, oui, j'ai organisé ce cours Houdini, que moi je bidouille avec Houdini à la maison, mais j'ai jamais vraiment fait une grosse sim de ma vie, hein. Et ils ont fait, ouais, non, mais c'est bon, on pense que t'as la niaque, ça ira. C'était un peu une erreur de ma part d'avoir accepté ça parce que directement ça a pris ma carrière, ça a bifurqué ma carrière d'un côté très FX. Et c'est jamais vraiment où ma passion était. J'ai jamais vraiment eu envie de faire de simu de feu ou de smoke ou des particules ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais vraiment été mon truc. J'apprécie le travail quand je le vois. euh, mais moi, mon cœur, c'était les persos. Et surtout le côté anatomie des persos, comme les muscles et le rigging et tout ça. Donc, j'ai dit oui parce que j'en avais un peu marre d'être en layout et que ça m'offrait pas exactement le challenge que je cherchais. Mais j'ai peut-être dit oui trop vite. Et maintenant, en y repensant, je me suis dit j'aurais peut-être dû ralentir un peu et dire non, en fait, je préférais aller en rigging. Appelez-moi quand, enfin pas en rigging, mais en creature sim. Appelez-moi quand. D'ailleurs, creature sim et rigging à Weta, c'est aussi le même département. Ok, c'est comme Euh, ILM. ouais, et il l'appelle créature aussi, d'ailleurs. Et j'aurais peut-être dû attendre un peu et passer là-dedans, parce que je crois que si j'étais passé là-dedans, j'aurais été vraiment heureux à Weta et j'y serais peut-être resté, j'y serais peut-être encore. Mais vu que je suis passé en FX, parce que je voulais un nouveau challenge et que bah pourquoi pas, FX c'est cool, tant qu'à faire, euh, je me suis mis face à face
à du travail qui était. Il y avait du bon monde aussi dans le département FX de Weta, c'était pas des amateurs. Donc moi de mon côté, avec déjà j'avais pas trop le cœur et en même temps, j'avais pas du tout les connaissances FX. Donc je me suis retrouvé en fait à travailler comme un fou. C'est pour ça que j'ai fait des super grosses heures euh, pour, pour atteindre le niveau de base, pour au moins me sentir, que je vais pas me faire virer la prochaine fois qu'ils virent un paquet de monde. Donc je bossais pour garder ma tête au-dessus de l'eau. Ouais, je Euh, vois. et et, d'un côté, le problème, c'est que bon, ça m'a appris énormément de choses. Encore une fois, les connaissances que j'ai appris là-bas, j'aurais jamais appris ça si je l'avais pas fait. Mais ça m'a donné tellement un coup au niveau de mon ego, de ma fierté. Euh, Il y avait vraiment des moments où je me disais, mais je suis pas fait pour faire de la 3D, quoi, parce que c'est trop dur. En même temps, faire du FX à Weta à l'époque, c'était faire des sims d'eau qui duraient 4 jours. Tu lâchais une sim d'eau et 4 jours après, tu voyais le résultat. Et si tu avais fait une connerie au niveau des paramètres, tu avais perdu 4 jours de travail. Et le stress que ça entraîne, ça, c'est quelque chose. Parce qu'encore une fois, une simulation, tu vois pas la fin avant que ce soit fini. Donc, Ouais. si tu gardes un œil dessus, tu peux la voir exploser avant de simer les 50 dernières frames. Donc, et c'est pour ça qu'on dormait pas, ou que je dormais pas. C'est parce que j'étais pas tout le temps en train d'essayer d'envoyer une sim ou de faire du travail ou clic, 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 quoi que ce soit. Mais j'arrivais pas à sortir parce qu'on pouvait pas faire du remote desktop à l'époque, on pouvait pas faire. Il y avait aucun moyen de garder De un œil sur travailler de ta. chez toi, de voir ton travail depuis chez toi, en Ouais, fait. ou par téléphone ou quoi que ce soit. Il y avait d'ailleurs, c'était, je crois, l'année où l'iPhone. Ah non, l'iPhone était déjà sorti. Mais bon, c'était quand même au début des smartphones et il n'y avait aucune façon de checker quoi que ce soit remotely. Donc, donc c'était ou au travail pour checker ta SIM ou pas. Ok. Et vu que j'avais pas la confiance en moi-même pour mettre mes settings, balancer la SIM et me dire ça sera bien fait demain, bah, je me retrouvais à rester au travail, à regarder chaque frame dès qu'il y en avait une nouvelle frame loadée. Pap, ok, pour l'instant ça explose pas. Puis après tu commençais à voir, tiens, il y a la, oulala, tu dis ça, je sens que ça va péter. Et après il y a la prochaine frame qui sort. Et je suis pas sûr que ça va péter. En fait, si ça a l'air de péter, mais je suis pas sûr à 100%. Il y a peut-être une chance que ça pète pas. Et la troisième frame, ah, ça pète là, non? Non. Et puis après, et tu te retrouves jusqu'à 2 heures du matin à bouffer des cacahuètes, à faire non, ça pète, hein. Ouais. Ouais, non, ça a pété. Ok, bon. On recommence. Paf, 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 paf. Ok, je rentre chez moi. Et voilà, et puis tu rentres chez toi frustré, énervé, et bon, voilà, c'est pas. Donc, ouais, les FX à l'époque, ouais, c'était pas pour moi. Surtout parce que voilà, c'était Naiad Alpha avec des solvers custom qu'ils avaient écrits, eux, au état, qui étaient complètement en alpha. Donc, on envoyait tout. Il y avait à peine d'interface pour les softs qu'on utilisait, c'était tout en command line. Ouais, c'était super stressant. Je sais pas, je suis parti un peu, j'ai bifurqué un peu là. Mais, Non, mais c'est très euh, intéressant quand même. mais en gros, voilà, je pense que maintenant, en regardant en arrière, je pense que j'aurais dû en fait me demander, au lieu de juste dire oui, ok, ouais, ça a l'air cool, ça Mm. roule, j'aurais dû me poser et me dire qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma carrière et avoir un peu de patience, rester en layout un peu plus longtemps, le temps qu'il y ait une place en créature pour que je puisse après passer en créature. De passer directement en FX. Bon, après, ce qui est cool, c'est que Weta a commencé à essayer d'utiliser Houdini. Donc, j'étais un peu le premier dans le département à sauter sur Houdini. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un des premiers shots rendus sous Houdini que Weta a fait. C'était dans X-Men First Class. Je me Il y rappelle pas de celui-là. a, ouais, c'était le X-Men version jeune. C'était un peu un X-Men reboot. Ah oui, Euh, je vois. Ouais, et il y avait un mec
qui criait avec les petites ailes. Là, il avait comme une wingsuit et il criait pour voler ou il pouvait exploser des trucs avec sa voix. Il s'appelait Banshee. Donc, sur la séquence de la fin, il saute du X-Jet, de l'avion X-Men, et il crie pour rebondir de l'eau. Et ça, c'était le premier shot que moi j'ai fait sous Houdini. Et je crois que c'était un des premiers shots. Enfin, je suis sûr à 100% en fait que c'était le premier shot qui avait été rendu à Weta avec Mantra et avec Houdini. Euh, et, et donc, ça, c'était cool parce que j'étais un peu. Ça me donnait l'impression d'être un peu un pionnier, de commencer un peu à. Parce que je parlais d'Houdini très souvent à l'équipe d'FX, mais bon, vu qu'eux, ils l'avaient très peu utilisé, ils étaient là, ouais, ok, on va pas tout refaire notre pipeline sous Houdini. Donc, ça m'avait un peu. C'était cool parce que ça m'avait un peu donné l'impression de pouvoir démontrer ce dont je parlais et pouvoir prouver que ouais, je peux faire un shot sous Houdini sans avoir besoin de personne. Mm. Ce qui était quand même assez cool. Euh, et après, bah, en fait, très rapidement après ça, je... bon, j'ai fait deux, trois autres. Enfin, j'ai bossé sur Tintin après, mais pas avec Houdini. Et puis après, on est parti à Londres. Et là, en arrivant à Londres, bah, j'ai directement appliqué pour des jobs qui étaient spécifiquement Houdini. Parce que de toute façon, je voulais apprendre Houdini. Mm. Bien que je voulais travailler en créature, je savais qu'à un moment ou un autre, créature, ce sera fait sous Houdini. À l'époque, ça l'était pas, mais je voyais bien la direction que Houdini prenait et le fait que le workflow de Maya n'est juste vraiment pas fait pour faire euh, Du CFX ou. c'est fait pour faire du CFX shot par shot pour un court métrage ou un petit truc où tu as le temps de faire ton setup shot par shot. Ouais. Quand tu as besoin de sortir, par exemple, j'ai fait la crowd sim pour Ready Player One. Il y avait 100 000 persos qui avaient tous du cloth. Bon, bah ça, je vais pas le faire avec Maya. Non, là, c'est un coup à bousiller ta machine. Il y a un coup à te rendre complètement dingue aussi. Donc, j'avais remarqué que le workflow de Houdini, c'était un workflow qui permettait de faire de la quantité. Une fois que tu avais fait ton setup, tu peux vraiment sortir de la quantité. Et ça, c'est très puissant. Mm. Donc, je savais qu'un jour ou un autre, CFX allait passer à Houdini. Et donc, j'ai patienté. J'ai bossé en tant que FXTD à Dineg pendant quelques années. Et jusqu'à ce que j'ai entendu que ILM ouvrait à Londres. Et là, je me suis dit, là, c'est ma chance. Je vais appliquer spécifiquement en créature. Et on va voir, quoi. Et ils m'ont embauché. Donc là, j'étais content. Ok. Et donc là, maintenant, t'es plus vraiment sous Houdini, puisque donc pour les gens qui viennent d'arriver ou qui n'étaient pas là au début, donc tu es real-time superviseur. Donc maintenant, Ouais, c'est plutôt Unreal Engine. ouais, voilà. Donc là, maintenant, je passe plus de temps sur Unreal Engine. Donc, oui, effectivement, ouais, c'est un peu un changement dans la carrière. Après, début de carrière, je voulais absolument apprendre Maya parce que je savais que c'est ce que les grosses U utilisaient. Après, j'ai transitionné en me disant, je veux apprendre Houdini parce que je sais que pour beaucoup de choses, ça a beaucoup plus de puissance. Euh, et, et là, là, pour moi, Unreal Engine, en fait, le truc avec Unreal Engine qui me passionne beaucoup, c'est plus le côté, ça ouvre beaucoup de portes pour faire du travail de qualité sans une render farm, sans avoir besoin de faire partir d'un gros studio qui a 200 licences de Arnold, 300 licences de Houdini, Mm. pour que tu puisses envoyer des grosses sims sur la farm et faire des rendus qui durent 5 heures par frame. Ça, c'est pas trop faisable chez soi, sauf en utilisant des systèmes de rendu sur clouds, mais ça va coûter cher très rapidement.
Et donc, moi, ce qui m'attire vraiment avec le côté Unreal, c'est le fait, c'est d'ouvrir cette porte à faire des trucs chez soi, sans avoir besoin de demander à qui que ce soit, pour une licence de ci ou une licence de ça. Ça ouvre vraiment, et je disais que je jouais pas beaucoup aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune, mais en vieillissant, je m'y suis remis un peu et j'apprécie énormément, je suis pas, ce qu'on appellerait un gamer, mais je suis très fan des jeux vidéo qui ont une qualité graphique, très haute. Mmh. Donc clairement, un casual gamer. Mais par exemple, The Last of Us, je suis un grand fan, surtout parce que j'apprécie vraiment la qualité visuelle et l'histoire est aussi. Les histoires viennent de mieux en mieux dans ces jeux J'ai vidéo. malheureusement pas encore pu tester, j'ai pas de PS4, j'attends qu'il sorte sur PC pour pouvoir le tester. Ah bah tu risques d'attendre longtemps parce que Oui, je sais. Naughty Dog, ouais. Euh, le jeu qui m'a fait revenir en jeu vidéo, c'était le premier, pas le premier Tomb Raider, mais le premier Tomb Raider remake, celui de Ouais, Eidos. un de mes préférés. Ouais, il était trop bien. Quand il est sorti, c'était sur Xbox 360, je crois. Ouais. Et, et un jour, eh ben, je travaillais à Dineg et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je me suis pas acheté une console. Je m'étais pas acheté une console depuis la PS2. Donc je me suis dit, allez hop, je m'achète une console. Et puis c'est venu avec Tomb Raider en paquet. Donc je fais, oh, je vais tester ça et j'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est génial. Il y a une histoire, les graphiques sont incroyables. Et d'un seul coup, d'un seul coup, je suis revenu aux jeux vidéo et, et j'ai vraiment apprécié ça. Et donc, pour en revenir à Unreal, bah, il y a depuis ce temps-là, et surtout la montée des jeux indie qui sont très intéressants. Après, j'ai fait une spirale dans le monde des jeux indie où je les ai tous achetés, j'y ai tous joué, parce que j'adorais le concept de un ou deux ou trois personnes travailler chez eux avec une passion et rien d'autre. Et passion et aussi du Et, talent. et peu de sommeil. Et, et peu et peu de sommeil, ouais. Et de sortir des trucs qui étaient incroyablement bien pensés et vraiment du génie. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment remis dans le bain des jeux vidéo et ça m'a aussi donné un peu envie d'un côté. Je me suis dit peut-être un jour je pourrais faire mon propre jeu vidéo. Bon, je pense pas que je ferai un jour mon propre jeu vidéo, mais d'apprendre Unreal Engine, surtout bah, de pouvoir apprendre ça pendant que je travaille aussi. Parce que pareil avec Houdini, hein, je bidouillais chez moi à côté, mais en fait c'est vraiment quand tu es obligé de bosser avec que tu commences vraiment à apprendre le soft. Quand on a les Euh, problématiques au final qui arrivent et voilà, que tu dis eh, comment je vais fixer ça et ah en fait il voilà, faut que je fasse ça. voilà. Je connais Parce que ça. d'apprendre chez soi, si tu rencontres un problème qui t'arrête et qui te bloque, c'est très facile de laisser tomber et de passer à autre chose et de recommencer, de dire bon, j'y reviendrai, mais on verra ça plus tard. Alors qu'au travail, quand tu as la prod qui tape à la porte et qui sont là, bah il va être fini ce shot ou pas quand est-ce que... Là, il y a besoin de trouver des solutions. Et pour moi, j'ai toujours appris beaucoup plus rapidement au travail que juste chez moi en m'amusant. Euh, donc là, avec ce nouveau projet, bon, je suis pas tout nouveau avec Unreal, hein, ça fait depuis qu'il est sorti open source que je l'utilise à côté, enfin chez moi. Après, quand j'ai ouvert le Mocap Studio, ma compagnie de mocap que j'avais pendant 3 ans, pendant ce temps-là, on faisait toutes nos previews de mocap avec Unreal. Donc, on faisait de la mocap temps réel dans Unreal, avec la mocap faciale temps réel dans Unreal aussi. Donc, à cette époque-là, j'ai quand même appris beaucoup de Unreal, beaucoup de bases Unreal sur le tas. Et, et une fois que j'ai recommencé à Untold, que j'ai commencé à Untold, je faisais plus de la créature. Mais l'année dernière, euh, bah, on bossait sur l'orc, toi et moi d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et en fait, vu que l'orc, bah, moi, je m'occupais de fixer le setup quand le setup il déconnait. Et, et, et vu que ça me prenait pas tout mon temps,
parce que en fait, c'était dès qu'il y avait un problème, je sautais dessus et j'essayais de résoudre le problème. Ça m'a permis enfin, vu que j'avais du temps, Untold, ils m'ont demandé de commencer à bosser sur des pitchs ou sur des comment on dit, des bids, En gros, euh, des propositions de des projets. propositions de projets, tout ça. Et ils savaient que j'avais un peu d'expérience avec Unreal, donc à chaque fois qu'il y avait un projet avec potentiellement Unreal ou du temps réel, ils me demandaient mon opinion. Et moi, vu que j'étais un peu passionné, que ça me donnait envie, au lieu de juste donner mon opinion, je commençais à faire des petits tests. Donc je leur disais, au lieu de juste leur dire on pourrait faire ci ou on pourrait faire ça, j'ouvrais Unreal et je faisais, ok, on met une caméra là, on peut faire ci. Je commençais à importer des assets et je commençais à leur donner des screenshots qu'ils pouvaient utiliser dans leur decks et tout ça pour communiquer avec le client. C'était beaucoup plus facile d'avoir une scène Unreal qui était là pour un peu montrer ce que ça peut faire. Et Plus donc, j'ai vendeur. commencé à faire beaucoup de ça à côté. Et donc, je pense que pour eux, ça n'a pas été une décision trop dure de, pour l'instant, enfin, au début du département, de me demander de m'en occuper. Après, je dis pas que dans les prochaines années, il n'y aura pas quelqu'un de encore plus qualifié de moi qui pourra venir et reprendre le département et le faire avancer d'un niveau plus grand. Mais pour l'instant, je crois qu'on a un petit département qui commence bien et j'espère que je serai un superviseur à la hauteur et, euh, et gentil. Gentil. Va. Voilà. C'est mon président. C'est Léonie, ça, non? Sans lire sans lire le pseudo, je la reconnais. Et du coup, en fait, tu parlais du coup des jeux vidéo. C'est quoi en fait la différence entre les VFX et les jeux vidéo, donc de manière générale, mais aussi après avec Unreal? Dans les studios VFX, spécifiquement Real Time, c'est le département qui utilise les outils, genre les game engines, donc les outils de jeux vidéo pour faire du VFX ou de l'animation ou de la prévise. Donc c'est inclure les outils qui existent dans le monde des jeux vidéo du côté VFX, qui en général utilisent d'autres outils qui sont pas real-time. En quoi ça. Enfin, parce qu'on l'utilise pas de la même façon, donc. Ouais. La très très grosse différence, surtout au niveau de l'approche pour faire les assets, enfin pour créer le rendu final, c'est que en 3D VFX, ce que moi j'appelle la 3D traditionnelle, c'est le moteur de rendu et les programmes qu'on utilise sont des programmes qui ont été créés pour pouvoir lire des fichiers énormes et, et ne lire que ce que le programme a besoin à un certain moment sur un fichier énorme. Donc par exemple, si tu as une texture de 8K, Houdini, il va pas forcément lire cette texture de 8K, de 8K entièrement, directement, bêtement. Il va laisser cette texture en disk, il va pas y toucher, il va la laisser en référence jusqu'à ce que la baquette qui a besoin de lire cette texture ait besoin de lire la texture. Et là, il va faire un sample de la texture et il va la ramener. Et donc, ça veut dire, c'est que ta texture, elle fait pas vraiment partie du projet. Elle est pas, c'est une texture externe qui est à qui Houdini demande des informations quand ils en ont besoin, quand il en a besoin. Nuke fait pareil. Donc, en fait, avec Houdini et Nuke, on peut manager de, des tailles, pas juste de textures, mais des tailles de modèles, de textures et d'informations en général d'un niveau énorme
comparé à ce qui est possible en temps réel. D'accord. Donc, en temps réel, c'est en fait toujours un peu de la triche. Et je dis pas ça méchamment, mais par exemple, un shader de peau ou une surface de peau en temps réel, même si à l'œil nu, elle paraît correcte et à peu près réaliste, quand tu compares ça au shader de peau qui a été fait par Weta dernièrement, et tu mets Unreal avec ça à côté, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir parce que euh, la calculation qui est demandée pour simuler comment la lumière interagit avec la peau prendrait beaucoup trop longtemps à calculer en temps réel. Et Mm. on n'aurait pas de temps réel. Donc, par définition, pour que tout tourne à un dixième de seconde, pardon, un centième de seconde, euh, il faut que le moteur de rendu, donc la game engine, donc Unreal, triche. Donc, il y a énormément de triche au niveau des maths qui se passent dans la simulation de lumière, la simulation d'eau, la simulation de cloth, tout ce qui est une un- tout ce, tout ce qui est réaliste dans Unreal, ce n'est pas calculé d'une façon réaliste. Ok. Donc, même si au final c'est pas mal, ça n'arrivera pas avant un moment, ça n'arrivera pas à avoir le niveau d'un rendu Arnold final, si ce rendu Arnold final est bien fait. Bon, après, si tu as une mauvaise compagnie avec des artistes qui savent pas utiliser Arnold, le rendu Arnold sera moche et le rendu Unreal sera mieux, c'est normal. Mais euh, pour donner un peu une comparaison, euh, Weta, ils ont un département de R&D où tout le monde, enfin tous les gens dans ce département-là ont des doctorats. Et ces gens-là, ils travaillent. Il y en a un que je connaissais qui était un ami à moi à l'époque, qui travaillait sur calculer un ray de lumière qui rentre dans la peau et comment il bounce et comment il rebondit entre les veines et le gras et tout ça pour après ressortir et donner le subsurface scattering. Donc le subsurface scattering de Weta, c'est pas juste basé sur subsurface scattering tout bête qu'on connaît de V-Ray et du reste. C'est un truc qu'ils ont écrit eux-mêmes en mesurant vraiment de la lumière dans la peau euh, euh, d'une façon réaliste. Donc il Ces y a même des calculations. scientifiques qui travaillent pour le biais, enfin Ah ouais, pour absolument. les Oui, VFX en fait. oui, absolument. Il y a beaucoup de scientifiques en VFX. Oui, oui. Waouh, ça Dans je tout, savais dans pas. tout, Ah ouais, ouais. Dans toutes les grosses boîtes, il y aura. Bah d'ailleurs, ILM, ils sont partenariat avec une université à Munich, je sais plus comment ils l'appellent maintenant. Mais tout ce qu'on voit qui sort de Disney, ils l'appellent Disney University of Munich. C'est Munich? Ah, je me rappelle plus maintenant. Mais voilà, c'est une université qui est complètement euh, pas fondée, mais payé par Disney. Et Disney il donne des grants à tous les doctorats là-bas pour qu'ils fassent des recherches en animation. C'est pour ça qu'on voit plein de vidéos avec, par exemple, comment faire une figure en 3D avec juste une seule photo, utilisant de l'intelligence artificielle. Bah, tout ça, ça vient de là. Et tout ça, il y en a beaucoup qui sont où c'est Disney qui paye pour ça. Et après, ILM récupère la technologie et peuvent l'utiliser dans leurs projets à eux. Et bien entendu aussi, ILM ont des doctorats qui bossent pour eux au studio. Euh, donc ouais, non, c'est très commun en VFX d'avoir des vrais scientifiques euh, qui bossent sur certains problèmes qui n'ont pas encore été résolus. J'adore. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est cool.
Parce que bah, nous, à l'école, on nous apprend comment ça fonctionne de la réfraction, la réflexion et les rebonds de lumière. Et je pensais en fait que ben, on se contentait de ça et juste à force de regarder, et ben, on se fait l'œil. Mais je me rendais pas compte que en fait, il y avait des scientifiques qui avaient fait toutes ces recherches en fait, rien que pour nous Ah au bah ouais. final. Ah ouais. Moi, quand j'ai commencé la 3D, la subsurface scattering, ça n'existait pas. Les rétréceurs, ça existait à peine. La plupart des studios n'utilisaient pas le ray tracing parce que c'était trop lent. Donc les ordinateurs, ils pouvaient pas faire la calculation de ray trace. Donc la plupart des studios et des moteurs de rendu étaient des moteurs de rendu scanline qui marchaient un peu plus de la même façon que OpenGL maintenant. Enfin, bon, je vais encore partir. Je vais Ouais, on va encore partir. pas. Mais c'était des moteurs de rendu qui, en fait, avaient beaucoup, beaucoup de mal à faire des réflexions, des vraies réflexions. Donc, faire un miroir, par exemple, on était obligé de mettre une caméra derrière le miroir, de faire ce rendu-là, et après de mettre le rendu en texture sur le miroir pour qu'il y ait la réflexion du perso dans le miroir. Parce que les moteurs de rendu qu'on utilisait à l'époque, ils étaient vraiment pas capables de faire du ray tracing comme on fait Hmm, maintenant. ok. Et ça, après, voilà, beaucoup de scientifiques ont travaillé là-dessus. Ils ont trouvé des algorithmes pour faire du ray tracing qui sont devenus de plus en plus plausibles à utiliser en production parce que les CPU et les GPU, les cartes graphiques et les CPU commençaient à devenir plus puissantes, mais aussi parce que ces scientifiques-là, enfin, et les chercheurs, ont réussi à trouver des algorithmes qui arrivaient à imiter un peu le résultat de vraiment la simulation de la lumière et de tracer tout ce que la lumière fait et de prendre des raccourcis et d'arriver à un résultat similaire plus rapidement et optimisé pour une certaine carte graphique ou un certain CPU. Donc, d'un seul coup, on a commencé à avoir accès au ray tracing, mais ça, c'était pas donné. Et le subsurface scattering, c'est arrivé longtemps après, et ça aussi, c'était assez compliqué. Et juste pour expliquer que maintenant, et que même quand le subsurface scattering qu'on connaît maintenant est sorti, euh, Weta et les compagnies comme ILM et tout ça, ils continuent à pousser pour trouver une façon pour simuler le subsurface scattering d'une façon encore plus réaliste, et encore plus réaliste, et encore plus réaliste. Et Toujours là, ils plus. continuent, toujours plus. Parce que eux, en fait, ils chassent le réalisme, ils ne chassent pas la vitesse. Pour eux, ils n'ont pas besoin que ça tourne en temps réel, ils font pas des jeux vidéo, Hmm. ils font des rendus finaux qui ont besoin de maintenant être 8K ou 6 à 8K. Et s'ils ont besoin d'acheter une farm avec 2000 ordinateurs de plus, ils l'achèteront pour finir le film. Donc, pour eux, de tourner en temps réel, c'est pas vraiment la même bataille. Eux, ils cherchent le réalisme. Par exemple, maintenant, Weta, ils font l'œil, l'iris. Ils ont un système de particules qui simule l'iris, et ils ont une iris en 3D. Il n'y a plus de texture, c'est plus du displacement. Ils ont vraiment une iris Ça qui fait est qu'elles sont uniques grandie. à chaque fois au final. Enfin, genre pour chaque Voilà. personnage. C'est Et génial. elles sont grandies organiquement euh, par rapport à comment une iris grandit organiquement, réellement sur un être humain. Euh, donc toutes ces recherches-là, ça continue, ça continue. Et l'avantage avec ça, c'est que en fait, ils poussent le réalisme et ils donnent beaucoup de leçons euh, aux jeux vidéo. Et les jeux vidéo, ils voient comment certaines choses marchent avec 10 000 ordinateurs qui tournent toute la journée. Et ils voient le résultat, et après ils se disent, OK, nous, on a besoin de faire un résultat qui ressemble à ça, mais mais à un millième de seconde. Donc, comment on va faire? Et donc, il y a énormément de gens super intelligents et de scientifiques qui sont aussi des scientifiques qui bossent à Epic et aux boîtes de jeux vidéo. Et eux, leur travail, c'est l'inverse. C'est de regarder le réalisme et d'essayer de trouver une façon de le faire tourner le plus rapidement possible
même si ça coûte un peu au réalisme à la fin. Ouais. Voilà. Après, alors, ils y arrivent super bien. Genre, j'ai en tête un de mes jeux favoris, Red Dead Redemption 2. T'as des, t'as- je trouve que le réalisme, il est vraiment poussé super loin. Ouais. Ouais, il est poussé super loin, mais en même temps, je sais pas, si tu faisais un film Red Dead Redemption 2 et que tout le film était comme leur cinématique, Ah non, je sais pas si les gens ils apprécieraient. ouais, non. Parce que voilà, pour un jeu vidéo, Ça le passe, ouais. réalisme est super et ça passe. Après, si tu le mets en film, le niveau a besoin d'être quand même beaucoup plus haut. C'est vrai. Et c'est normal, hein, c'est des game engines, c'est fait pour tourner vite, c'est pas fait pour encore une fois simuler la lumière sur la peau d'une façon réaliste. Donc euh, à chaque software sa place. Moi, ce qui me plaît vraiment avec le temps réel, c'est le fait que bah ouais, de pouvoir faire des projets à la maison et de pas avoir à attendre le rendu, pour moi c'est un peu un rêve ça. Et donc même Ça, c'est à si cause d'Avatar, en fait. un peu, ouais, ouais. Et puis c'est aussi que j'ai jamais fait d'école 3D et j'ai toujours un peu rêvé de faire. Je connaissais Gobelin quand j'étais en Australie, j'en avais un peu entendu parler à travers Internet parce que j'avais fait des recherches école 3D en France, j'avais vu Gobelin. Il y avait 3, 4 courts-métrages qui étaient sortis de Gobelin à l'époque que j'avais trouvé vraiment cool. Et, mais j'avais aucune chance d'aller là-bas. Mes parents, ils auraient jamais payé pour que je retourne en France, surtout pour Gobelin. Donc j'étais un peu limité à mes écoles là-bas en Australie qui n'avaient pas vraiment d'école de 3D. Et je savais qu'à Gobelin, voilà, il y avait ce travail d'équipe où pendant ou 1 an ou 6 mois, tu apprenais les bases, après tu commençais le court-métrage et à la fin, tu sortais un court-métrage que tu avais fait avec ton équipe. Et moi, j'ai jamais eu la chance de faire ça. Et je le regrette un peu. Mm. Et je dois avouer que euh, je suis toujours en train de penser à faire un projet perso parce que je suis toujours en train de me dire, ce court-métrage, je l'ai jamais fait. Et Je sais ce que c'est. j'ai commencé dans l'industrie trop tôt et je me suis jamais donné le temps d'être un étudiant en fait. Mm. C'est vrai, je pense. Moi, je regrette pas d'avoir eu la chance d'être passé par une école, justement, pour apprendre à travailler en équipe, etc. Et d'arriver dans une boîte en connaissant déjà un minimum, de pas avoir à tout apprendre sur le tas. Je pense que ça aurait été vraiment compliqué. Au final, Mm. je t'admire pour ça, franchement. Ça n'a pas dû être Bah, simple. j'avais pas trop le choix. Et en même temps, je sais pas, j'étais jeune et j'avais une confiance en moi un peu déplacée. Après d'être passé à Weta, ça m'a donné une bonne claque et je me suis calmé. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, je me la pétais un peu. Mm. Donc la confiance en soi, ça aide aussi au début quand tu cherches du travail. Moi, j'aurais encore deux petites questions. On va arriver bientôt à la fin, du coup, je vais espérer pouvoir les poser. Mais si D'accord? dans le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, genre là, maintenant, tout de suite. Je les poserai pour vous. Ah, il est presque 9 heures. 10 heures pour les Français, ouais. Ah ouais. Et du coup, donc n'hésitez pas là dans le chat si vous avez des questions pour Simon, n'importe quoi. Quand est-ce que Simon ouvre son studio? Mais je crois que tu en as déjà un en fait. J'en ai eu un pendant 3 ans qui s'appelait le Mocap Studio. On faisait de la mocap, on faisait pas vraiment de la 3D entière. Euh, un jour, je pense Ah, qu'un jour j'ouvrirai mon studio. J'arrive pas à sortir cette idée de ma tête. J'ai ouvert le Mocap Studio. C'est pas devenu ce que je voulais que ça devienne directement, mais en même temps, on a commencé ça, moi et un ami, sans backing, sans argent externe. Donc c'était un peu, on l'appelait le Snowball Studio parce que c'était une petite boule et puis on roule et on devient de plus en plus gros le temps que à chaque job qu'on fait, on arrive à devenir de plus en plus gros.
Mais à la fin, moi et mon collègue, on s'est un peu pas très bien entendu sur certaines choses. Et je me suis aussi rendu compte que juste faire de la mocap et rien d'autre, c'était pas exactement mon truc parce que je- j'ai un côté un peu technique, j'ai envie de pousser un peu les choses et en mocap, c'était un peu bon, on enregistre la mocap, on la livre et puis voilà, c'est fini. Donc j'ai vendu mes parts, mes shares, je sais pas comment on dit ça en français. Je pense que c'était le bon mot. Ouais, mes parts, ouais. J'ai revendu mes parts à mon collègue et j'ai commencé à Untold. Mais bon, ce sera pas demain, mais je pense que avant que je prenne ma retraite, je essaierai d'ouvrir un studio. Ouais. On pose également la question, est-ce que tu fais des formations? Non, euh, non, mais, mais quand quelqu'un a besoin d'aide au travail et que je sais de quoi je parle et que je peux leur expliquer, je prends toujours mon temps. Je peux Euh, confirmer ça. J'ai appris beaucoup de choses avec Simon. donc si vous bossez à Untold, ouais, je ferai de la formation. Par contre, externement, non, pas officiellement. Peut-être que je ferai des tutos un jour, mais pour l'instant, non. Ok. Et du coup, le studio que tu aimerais potentiellement un jour faire, ce serait un studio de quoi? De real time ou autre? Très bonne question. À mon avis, je pense que ce sera plus basé série télévisée. Je pense avec un début série télévisée enfant, parce que ça vend bien et ça aidera à faire démarrer le studio. Mais j'aimerais pouvoir le transformer en série télévisée, animation un peu plus calée adulte. Euh, je sais pas si vous connaissez euh, les Cassos. Ah oui, on connaît les cassos. Bon, pas aussi poussé que ça, mais j'aimerais bien pouvoir faire de l'animation pour télévision en utilisant Unreal justement pour couper un peu les prix de rendu et tout ça, mais pour faire des trucs qui sont vraiment fun. J'ai envie de faire des trucs qui ont de l'humour. Je pense que le monde est un peu trop sérieux de nos jours et si je fais un studio, je pense que ce sera très calé sur des trucs humoristes. Cool. J'ai hâte de voir. On verra. Ouais. Du coup, moi, j'avais du coup 2 autres questions. Mais je pense que je vais en squeezer une parce que j'aurai pas le temps de poser la deuxième. Donc, D'accord. je vais poser la dernière. Quel conseil donnerais-tu pour en arriver là où t'en es à des jeunes qui sortiraient maintenant et qui voudraient faire ce que tu fais? Je pense et j'espère que les jeunes qui commencent maintenant n'auront pas à subir le genre d'heures de travail que j'ai été obligé de subir. Ça continue encore un peu dans l'industrie, mais je pense qu'ils commencent à essayer de ralentir tout ça et à te forcer. Donc, j'espère que vous n'aurez pas à subir ça. Mais à part ça, ben, je dirais, euh, il faut être tenace. C'est, il faut pas se laisser abattre. Enfin, je suis dans l'industrie là maintenant pas parce que je suis particulièrement talentueux ou intelligent ou quoi que ce soit, mais ça fait 15, 17 ans que je bosse et j'y suis encore. Donc, je suis là où je suis parce que ça fait 17 ans que je le fais et que j'ai pas pété un câble et que j'ai pas ouvert un cours de yoga. J'ai un pote à Weta qui a quitté l'industrie, il a ouvert un club de yoga. Ah ouais, c'est ok. Ah, Il il y a y en eu avait ça. beaucoup. Il y avait un mec à Weta qui a quitté et qui est devenu, comment on dit, un maître de cirque. Tu sais, le maître de cirque avec les... C'est Monsieur Loyal? Ouais, il a rejoint un cirque et maintenant il fait partie d'un cirque. Il a complètement... Ah ça ouais, y est, c'est... burn-out Ouais. complet, Ah il a ouais, ouais, changé de voie. c'était assez pour lui. Je vais suivre un cirque. Euh, donc,
Donc, ouais, je pense que pour en arriver où je suis, il faut avoir de la patience parce que ça vient pas directement De la et, niaque. et un peu de la niaque et de la patience. Et il faut se rendre compte que... Alors ça, par contre, ça c'est important. Il faut se rendre compte que l'industrie, c'est pas un making of. Euh, L'industrie réelle de tous les jours, quand on travaille, c'est pas ce qu'on voit dans le making of à la fin de Pixar, Toy Story ou de Lord of the Rings, où ils te montrent le côté le plus fun. Ou regardez, les animateurs, ils s'habillent comme des vélociraptors pour faire semblant. Et il y a un peu de ça de temps en temps. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça dans l'industrie. C'est un travail comme un autre et que on y souffre comme dans d'autres travails et que la pression est réelle, que on peut se remettre en question très souvent et que ça peut être très dur, et que d'avoir de la niaque et d'arriver à tenir la route, émotionnellement parlant, c'est aussi important que d'être artistiquement talentueux ou mathématiquement talentueux. Euh, il faut, euh, il faut être aussi capable de se gérer soi-même. Et ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Et réussir à dire non de temps en temps. Réussir à dire non. Très, très, très bonne idée. Ouais, exactement. Ouais. J'aurais pas pu dire mieux moi-même. Ouais. Je confirme. Mhm. Mm. En tout cas, bon, bah, on va arrêter là pour ce soir. Franchement, j'avais encore la flopée de questions. Euh, Mais on ne serait pas couché. Donc, on va s'arrêter donc là pour ce soir. C'était méga intéressant. Je sais pas, enfin, pour toi, mais enfin, pour nous, en tout cas, c'était super intéressant. Et je te remercie vraiment d'avoir accepté de consacrer comme ça 2 heures de ton temps pour venir nous partager ta passion et puis ton expérience des VFX. Ça m'a fait très plaisir. Merci encore de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir. Je prends très rarement le temps de penser au passé, en fait, surtout au passé travail. Et donc, ça m'a permis un peu de... ça m'a rappelé des mémoires et ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec des gens qui sont jeunes et qui ont l'impression que j'ai beaucoup d'expérience. C'est marrant parce que j'ai encore l'impression d'être un gamin. Oui, mais tu as Ouais, vécu quand même les débuts des VFX, donc pour nous qui venons d'arriver dans les VFX, ben, c'est de ouais, l'expérience, quoi. ouais. Je me fais vieux, Mais non. je le sais. T'as Ok. rencontré des gens qui ont travaillé sur le premier Jurassic Park, t'es pas vieux. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Et bientôt, il y a encore quoi? Il y a 4 avatars qui vont sortir, donc je pourrais dire j'ai bossé sur le premier avatar. Eh, moi j'aimerais bien bosser sur l'un d'entre eux. Oh, ça viendra peut-être, ils vont avoir besoin de monde. J'espère pas Ok. faire 100 heures par semaine, mais Non, ils ont tout changé là-bas maintenant. Apparemment, c'est très dur de faire plus de 50 heures. Tu dois avoir approved. Ils ont vraiment. Ils sont adaptés. Ça pouvait pas durer de toute façon. Hmm, Donc, ça c'est cool. ils ont fait des changements importants. Ouais. Ok, ok. En tout cas, merci beaucoup. Et puis donc, merci à vous dans le chat de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un prochain Parlons VFX. Je n'ai pas encore la date exacte, ce sera pas le jour, enfin, ce sera pas le deuxième samedi du mois. Donc je vous donne confirmation dès que j'ai la date. Et donc ce sera avec un rigueur qui travaille à Illumination MacGuff. À bientôt.